Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. C'est arrivé, et je savais que ça allait arriver, vu comment le show auquel on va parler, vous saviez que c'est celui de la WWE, mais vous savez lequel pay-per-view PLE auquel on va parler, c'est celui de Clash at the Castle, en 2024, donc affrontement dans le château en Écosse. Oui, il s'est passé des trucs. Il s'est vraiment passé des trucs dans ce pay-per-view PLE. Vu comment je pense qu'on commence à avoir l'habitude d'avoir une carte qui est, on va dire, un peu léger. Ça peut arriver de 5 matchs ou 6 matchs. Parce que d'habitude, on pouvait déclencher 10 matchs ou quasiment 13-14 matchs par un pay-per-view par mois, voire on va dire des semaines. Et là, je pense qu'on commence à avoir l'habitude d'avoir un show de plus en plus un peu courte et auquel il y a des choses à en dire. Vraiment, il y a des choses à en dire pour ce Clash at the Castle. Je vais vous le dire honnêtement, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas détesté à mort. Je ne l'ai vraiment pas du tout détesté à mort, ce pay-per-view. À vrai dire, j'étais un peu surpris et et quelque part, quelquefois un peu ouais, je m'en balèque, mais sinon, c'est pas, on va dire, un show auquel je le trouve mauvais sur les bords, je le trouve un peu moyen. C'est que mon avis, je le trouve un peu moyen euh, pour, euh, pour des raisons qui me préoccupent et auxquelles je pense que c'est peut-être être évident à savoir. Et pour ça, ben, pour aller dans le vif du sujet, eh ben, on va aller directement dans les matchs. Et au niveau de la carte, je vais vous dire honnêtement, je ne comprends pas tout l'emplacement de la carte. Donc même si on est à Glasgow, en Écosse, et auquel la plupart des catcheurs locaux auxquels ils ont quitté leur pays natal pour, pour faire vibrer la foule, obtient un gain de cause ou tout simplement le droit d'apparaître au pay-per-view pour tout simplement être visible à l'écran, ou alors pour faire plaisir à leurs fans ou à leur famille. Bref, peu importe le fait. Ouais, peut-être que j'ai pas grand-chose à dire. Faut dire maintenant, je m'y perds dans mes propos. Mais aussi, sinon, au niveau de la carte, je ne comprends pas la plupart des emplacements de la carte. Et je vais vous dire ça pourquoi. Vu comment il y en a 5 matchs. Et, euh, et dans le premier match, je vais vous le dire, eh ben, on a commencé avec du lourd. Alors que selon moi, il devrait faire partie entre, entre le main event et le sous-main event, selon moi. Vu comment le match en question auquel je vais en parler, c'est le match pour le titre le titre incontesté de la WWE dans un High Quit match entre Cody Rhodes contre AJ Styles. Oui, on commence direct avec du lourd. Alors que selon moi, ça mérite clairement être dans le sous-main event. Je n'ai pas compris cette décision. Honnêtement, la WWE, je ne comprends pas votre décision. Pourquoi vous avez mis ça? Est-ce que vous avez mis ça en opener pour éviter que le main event soit éclipsé par le match qu'ils allaient produire entre Cody et AJ? C'est peut-être possible. C'est fort possible. Bon, après, je pense qu'il mérite d'être plus haut dans la carte, hein, ce match-là, je vais vous le dire franchement. Pourtant, le match, il était pas horrible. Il était vraiment très dynamique. Et quand AJ Styles et Cody Rhodes catchent ensemble, il y a une bonne alchimie qui s'installe. Franchement, tu sens que les deux, ils sont, on va dire, au top niveau de la fédération. T'as l'impression qu'ils sont au top de leur forme. Et moi, ça me gênerait pas encore un autre match entre Cody Rhodes et AJ Styles, que ce soit pour la troisième partie, quatrième partie. Moi, ça me choquerait pas vu comment les deux sont excellents, très très excellents même.
Parce que j'ai vu de ce qui s'était passé à SmackDown, parce qu'à SmackDown, ça a eu lieu bien sûr en Écosse, et auquel ben, les Écossais ont la chance d'assister à un SmackDown auquel ça a été ben, fou furieux. Dans ce show aussi, ça a été fou furieux, et ils ont voulu essayer ben, de battre le record des Français au niveau de réaction du nearfall du public. Mais malheureusement, c'était pas assez suffisant. Et pourtant, je vais vous dire, dans le public, il y avait de l'idée. Surtout au niveau des chants, parce que depuis SmackDown, pour Cody Rhodes, excusez-moi, on a eu un chant très spécial à lui. Et pourtant, c'est une chanson qui est inspirée par Boney M pour le titre Daddy Cool. Et ben à la place de chanter Daddy, Daddy Cool, Daddy, Daddy Cool, et ben pour Cody Rhodes, on a eu un chant Cody, Cody Rhodes, Cody, Cody Rhodes. Et je me dis, what the fuck? J'étais en mode what the fuck, mais. Non, mais sérieux, il faut vraiment entendre le public écossais, que ce soit du côté de SmackDown ou bah, de Clash at the Castle, vous allez pas en croire vos oreilles, vu comment il y a eu des chants absolument bah, hallucinants pour Cody Rhodes. En même temps, c'est un peu logique, vu comment à Backlash en France, AJ Styles, il a eu son propre chant. Donc, il est vraiment phénoménal. La, 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 la. Donc, vu comment AJ Styles a eu son chant bah, honoré à sa gloire, et ben maintenant c'est au tour de Cody Rhodes d'avoir une chanson honorée à sa gloire. Donc on peut dire au niveau des chants, la boucle est bouclée. Honnêtement, il faut vraiment le voir et entendre pour le croire, hein. Et pourtant dans le public, ça n'arrêtait pas de chanter, hein. Vraiment, ça n'arrêtait pas de chanter. Ça chantait bah, bah, des chants pour Cody Rhodes. Donc quand il revient, c'est Cody, Cody Rhodes, comme je voulais préciser. Et quand c'est pour AJ, ben, on chante des chants absolument lunaires pour AJ, vu comment il a reçu des chants soit d'encouragement, soit de haine. Et je me rappelle celle en tête, ben, Fuck you AJ. Donc les gens commencent à chanter Fuck you AJ, Fuck you AJ. Donc il a eu des chants bah, pas très sympas de la part du public. Mais en même temps, c'est un heel, il joue le rôle du heel. Et pourtant, ils ont enchaîné des multiples prises, des multiples coups, que ce soit à l'extérieur du ring, sous le ring, même dans le public. Et un temps, ils ont même été dans la rampe d'entrée où ils ont été en backstage, auquel ils se sont battus. Et après, ben, ils sont revenus sur le ring, ils ont apporté des objets, que ce soit des tables, encore des tables, des chaises, kendo. Euh, échelle, je pense pas qu'ils ont utilisé, mais escalier, oui. Et après, des multiples armes également. Et au moment où AJ commençait à devenir un peu plus sauvage, eh ben, il commence à s'acharner sur Cody Rhodes en le faisant bah, passer bah, par le poteau, par les barricades, et après bah, une seconde ou une troisième fois sur la barricade, auquel bah, suite au violent de l'impact, enfin la violence de l'impact, Cody Rhodes bah, il va avoir terriblement mal au crâne, alors que t'as AJ qui voit Mama Rhodes, enfin la maman de Cody, et auquel bah, il va commencer à dire alors tu tu te sens responsable de l'état de santé de ton fils, hein? Tu te sens capable d'assumer le fait que ton fils est en train de se faire massacrer par moi, le phénoménal? Et bien sûr, moi, ce qui me bute avec la réaction bah, de la maman de Cody, c'est qu'elle elle se laisse pas marcher sous les pieds, elle défend tant bien que mal bah, son fils, quitte à trash-talker la personne qu'elle a en face d'elle. Donc c'était assez marrant de voir ça. Mais bon, je comprends l'état d'esprit d'une mère de bah, de pas en rabaisser son fils, donc je comprends parfaitement. Et pourtant, bah, au moment où AJ repart à la charge, eh ben, Cody Rhodes, il commence à saigner au niveau du front.
Donc là, il y a du sang et c'est là où l'intensité va s'intensifier, vu comment AJ va s'acharner à utiliser des coups de chaise, des kendo. Il va le matraquer comme je ne sais quoi. Et à un temps, il va sortir un sac auquel je pensais que c'était des punaises. Finalement, ce n'en est pas un. C'était des menottes auquel il a pris des menottes. Il a menotté Cody Rhodes bah, au niveau de l'arrière du dos, donc les mains attachées dans le dos. Il va le fouetter et il demande une chose, d'entendre la bouche de Cody Rhodes, de dire j'abandonne. Donc c'est la seule chanson auquel il va entendre, mais à chaque fois Cody Rhodes ne veut pas soumettre, il ne veut pas abandonner. Vraiment et clairement, il ne veut pas abandonner. Pourtant, AJ va s'acharner encore et encore, jusqu'à ce que l'erreur de AJ Styles, il va revoir la maman de Cody en disant que tout ça c'est de sa faute, de l'état de santé de son fils. Si elle aurait voulu, elle aurait dissuadé de ne pas, de pas faire ça. Finalement, elle s'est pas interposée. Et c'est vrai que AJ Styles commence à faire un peu comme le Rock, hein. Il commence à un peu chercher des noises à la mère de Cody en disant je vais te fouetter ton fils à coups de ceinture. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a pris une ceinture, il a fouetté Cody. Une chaise, il a fouetté Cody. Kendo, il a fouetté Cody. Des coups, il matraque Cody. Donc franchement, AJ Styles, il est vraiment sur Cody, su Cody pour le moment. Et pourtant, il va continuer à trash-talker Mama Rhodes. Et bien sûr, Mama Rhodes n'aime pas de se laisser marcher sur les pieds et encore moins se faire insulter. Décide de lui foutre des multiples baffes. Et que je me dis, attention AJ, si tu frappes la maman de Cody, tu vas voir la fureur de Cody qui va se réveiller. Ouh là là. Bon après, je crois qu'il n'a pas, on va dire, donné un coup à la mère de Cody. Peut-être qu'il a poussé un peu violemment et auquel il se dit maintenant je vais enfin en finir avec un Phenomenal Forearm. Et c'est à ce moment-là où Cody bouscule AJ Styles et auquel il va chercher les clés et il va se défaire de ses chaînes. Il va commencer à se déchaîner sur AJ Styles. Il va s'acharner, encore s'acharner. Il ne lâche pas d'une semelle. Et ensuite, il décide de faire 3 fois un crossroads et de le menotter sur la deuxième corde. Et auquel, là, Cody Rhodes, il est inarrêtable. Quelque part, il est en train de libérer son côté maléfique dans le match. Mais vu comment il libère son côté maléfique pour une bonne raison, on s'en prend pas aux mamans, on s'en prend pas à la famille, on s'en prend pas à tous ceux que Cody peut aimer. Parce que, à l'instar d'un super-héros, Cody Rhodes, il préfère sauver la veuve et l'orphelin plutôt que de les laisser mourir à l'abattoir. Je sais pas si c'est un bon terme, mais je préfère le dire. Même si, selon moi, vous savez que Cody Rhodes, il a un côté Homelander. Mais un Homelander juste et pas un Homelander qui préfère de jouer les super-héros pour son question d'image et pour question d'intérêt, question financière et j'en passe des trucs. Pas au niveau d'incompétence. Lui, Cody Rhodes, c'est un peu un Homelander vraiment juste, un véritable héros. On va dire un Superman bis, mais juste. On va dire ça comme ça. Eh ben quelque part, il a failli sortir son côté maléfique et que, bien sûr, il va sortir une escalier auquel, au moment où il va utiliser l'escalier, il va le lever bien en l'air et il veut éclater le visage de AJ avec. Au moment où il était dans le coin, c'est là où AJ Styles dit I quit. Il dit I quit pour sauver sa face, qui sait, pour sauver sa vie. Donc par frayeur, il décide de sauver sa vie. J'aimerais dire, quelque part, AJ Styles, il est en train de se mettre à la place de son ancien... Enfin, je sais pas s'ils sont toujours amis, mais on va dire qu'ils sont toujours amis. Il est en train d'être à la place de son meilleur ami, auquel ils avaient été à la TNA, Christopher Daniels. Parce que j'ai l'impression que, vu comment il a peur pour sa vie, il a peur pour éviter
qu'on lui ôte la vie comme ça, eh ben, il décide d'abandonner avant que le catcheur commette l'irréparable. Eh ben, quel retournement de situation! Enfin, c'est l'ironie, vraiment l'ironie du sort. Et ben, je me dis, ben, victoire de Cody Rhodes, et c'est lui qui clôture ben, son match, et auquel ben, il peut célébrer tranquillement avec le public qui chante son nom. Au moment où il était prêt à partir, eh ben, Solo Sikoa arrive vers lui pour lui lancer ben, un regard très dévisageant. Et Tama Tonga et Tongaloa qui l'attaque, mais il se fait sauver par Randy Orton et Kevin Owens, la team RKO, qui décide de sauver Cody contre la Bloodline, et auquel ben, ils vont réussir. Ah, pardonnez-moi, je m'excuse, et auquel ils vont réussir leur stratégie, et, euh, et pour le coup, ben, ils vont célébrer avec Cody. Donc voilà, rien d'autre à dire, c'était un bon match, même si encore une fois je trouve qu'il devrait être dans le sous-main event, honnêtement. Donc voilà, victoire de Cody, je passe à la suite. La suite, je pense que je vais essayer d'être un peu court parce que c'est un match triple menace pour les titres par équipe de la WWE. Donc Alba Fire, Isla Dawn contre Bianca Belair et Jet Cargill, contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Dans le match, certes, pareil, dans le match, il y a eu des near falls du public, même si normalement, je pense qu'il devrait un peu se calmer après le match de dingue qu'on a eu entre Cody Rhodes et AJ Styles. Mais finalement, ils sont pas arrêtés là, ils ont commencé à faire un peu de bruit, et après, ils ont un peu. Peut-être qu'ils sont un petit peu calmés, mais après, ils ont repris la charge, hein. Vraiment, ils ont pas arrêté de chanter durant toute la soirée. Bon, après, c'est ça la magie du public, c'est qu'on a un public qui est à fond devant le produit et auquel ben, on doit faire un maximum de bruit. Sinon, on n'aura pas un WrestleMania à l'avenir. Qui sait? Ah là là. Bon, après, il y a eu des tas de changements. Bref, vous connaissez, c'est du changement basique. Mais quand c'est Jet Cargill, ben, elle fait de son mieux pour éviter d'utiliser des botches. Enfin, pour faire des botches, mais malheureusement, elle a fait quelques petites erreurs. Ça, c'est encore un manque d'expérience ou encore un manque d'entraînement. Parce que je pense qu'elle devrait beaucoup, mais beaucoup, beaucoup s'entraîner pour pour éviter de commettre des mini-erreurs. Et malheureusement, ben, c'est ce qui s'est passé. Au moment où Bianca Belair et Jet Cargill étaient prêts à dominer et remporter le match, finalement, je crois que c'est Isla Dawn qui retient Jet Cargill, et t'as Alba Fire qui fait le pin sur Shayna Baszler, et auquel ben, ce sera eux deux qui remportent le match et les titres par équipe à la fois. Donc c'est victoire d'Alba Fire et Isla Dawn. Mon avis sur ce match-là, je pense que l'équipe Zoé et Baszler avait du potentiel. Je pense qu'ils avaient beaucoup de potentiel. Euh, Concernant Alba Fire et Isla Dawn, je pense que c'est un peu maladroit de leur donner les titres comme ça, alors que selon moi, ils n'ont pas été trop présentés. Je trouve, hein. C'est que mon avis, hein. Parce que ces temps-ci, on les a pas vus catcher sur un ring depuis je ne sais pas depuis je sais pas combien de mois, quoi. Et du coup, ben, ça me pose un tout petit peu problème parce que je me dis, ok, elles sont chez elles, enfin surtout en particulier à Alba Fire, peut-être Isla Dawn, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils sont chez eux au Royaume-Uni, en Écosse, mais ça aurait pu être dans de circonstances, mais après, je vais pas gâcher leur moment, même si je trouve que ça aurait pu se dérouler autrement. Bref, voilà, vous avez mon avis sur ça. Donc, victoire d'Alba Fire et Isla Dawn. Je passe encore à la suite. Et le match, ben, c'est aussi un banger. Pour le titre intercontinental, dans un match simple, Sami Zayn contre Chad Gable, accompagné par Otis, Maxime Dupri. Et malheureusement pas accompagné par Akira Tozawa, vu comment il n'était pas présent. Il n'y avait que Maxime Dupri et Otis. Donc l'histoire est venue quand Chad Gable a fait un heel turn sur Sami Zayn. Lui qui lui avait bien échauffé pour WrestleMania 40,
et auquel il décide de se retourner contre celui qui l'a aidé. Donc c'est sûr qu'il n'a pas digéré de comment Sami Zayn a remporté le match face à Gunther, et auquel il l'en veut personnellement. Et aussi, il a une fâcheuse tendance à s'acharner sur ses camarades de la Alpha Academy. Donc il les rabaisse, tel un coach très abusif, il commence à leur manquer un tout petit peu de respect, quitte à les motiver, mais peu à peu, il commence à devenir un peu horrible avec eux, vraiment. Vu comment il n'hésite pas non plus à les rabaisser devant tout le monde, et encore les battre sur la place publique, parce que je m'en rappelle d'un segment auquel Chad Gable voulait punir Otis pour son incompétence dans un match, auquel il voulait fouetter à coups de ceinture, tel un tel dans une maison de correction auquel les enfants avaient le droit à une punition corporelle, à coups de ceinture, à coups de martinet. On pouvait taper sur les doigts, tirer les oreilles. Mais ça, bien sûr, c'était à la bonne vieille époque, hein. Vous saviez, tout ça, c'était à la bonne vieille époque. Parce que dans notre époque actuelle, maintenant, si on fait ça, ça va être très mal vu. Il va y avoir des plaintes et on se fait descendre. Alors qu'à une époque, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était ça. C'était vraiment ça la punition. On était puni pour avoir fait, je sais pas moi, une connerie. Si par exemple on fout le feu à l'école, on se fait punir, on se fait fouetter à coups de martinet sur les fesses, sur le dos. Les punitions étaient sévères. Ou encore, même dans les écoles. À l'époque, dans les écoles, on pouvait taper sur les doigts, tirer les oreilles. Bref, les punitions, c'était un peu la base de comment on doit apprendre à obéir. Même si, encore une fois, j'ai pas les bons termes, mais il faut essayer de comprendre. Eh ben, Chad Gable, tellement qu'il était dans cet état d'esprit-là, il voulait un peu les remotiver et de pas les décevoir. Mais finalement, ils l'ont beaucoup trop déçu et du coup, il devient horrible avec eux. Vraiment, vraiment horrible. Et du coup, Sami Zayn n'apprécie pas ce genre de comportement, veut à tout prix faire changer de position à Chad Gable, mais ce dernier n'est pas décidé, hein. Vu comment dans le match, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon, hein. Là, entre Sami Zayn et Chad Gable, c'est vraiment bon. Et auquel je pense que je vais pas me lasser de regarder ce match-là, vu comment, regardez-moi comment il se débrouille, c'est impressionnant, c'est incroyable. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Et que t'as Chad Gable qui se comporte comme un Kurt Angle, mais version bis. Parce que si seulement il y a quelques années, au moment où Kurt Angle, il était general manager, si seulement ça avait été Chad Gable, l'entre guillemets fils caché de Kurt Angle, et pas Jason Jordan, si seulement ça avait été lui. Parce que regardez ce mec, il a un comportement à la manière de Angle, il a l'intensité, il a l'explosivité. Franchement, ce gars, il a, il a tout le potentiel pour ressembler à un Kurt Angle, honnêtement. Alors que là, Sami Zayn, lui, c'est plutôt le favori du public, le héros de la foule, qui est prêt à pas décevoir, qui est prêt à défendre son titre n'importe où, n'importe quand, pour se faire apprécier. Et ça, bien sûr, c'est la capitale sympathie auquel on adore chez Sami Zayn. Dans le match, il y a eu pas mal de stratégies, hein, pas mal de stratégies et aussi de jeu d'esprit, parce que on voulait que Maxime Dupri ou Otis fassent des sales coups dans le dos de l'arbitre pour que Chad Gable parvienne à ses fins. Mais à chaque fois, Maxime Dupri et Otis commettent des boulettes et Chad Gable n'hésite même pas à aller les voir pour leur dire c'est quoi ton problème, tu refuses d'obéir à mes ordres. Si tu n'obéis pas à mes ordres, je te promets que je vais pas être très 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 tendre avec toi, que ce soit en parole ou physiquement. Je peux t'assurer que tu vas morfler avec moi. Et du coup, Chad Gable, il a pas l'air ridicule quand il dit ça, hein, vraiment. C'est vraiment pas ridicule quand il dit des dingueries pareilles, hein. Bon, après,
Je le trouve crédible dans ce rôle-là, Chad Gable, d'un coach assez abusif, un peu à but de soi-même, qui a un peu perdu la notion, de personne. Je sais vraiment pas comment l'expliquer clairement. Et pourtant, même quand Otis s'interpose entre Maxime et Chad, il veut pas que ça part mal. Et pourtant, il sert de bouclier humain pour Maxime et aussi un peu pour Chad Gable, vu comment il se prend un Sami Zayn de feu follet. Vraiment, hein, sérieusement, il faut vraiment le voir pour le croire, parce que on a l'impression que le storytelling est vraiment parfait, quoi. Vraiment parfait, ça raconte quelque chose. Ça raconte vraiment un putain de quelque chose. Et après, par la suite, tu as Otis qui est à l'extérieur, bien sûr, comme d'habitude. Chad qui est sous le ring, il leur donne un ordre à Otis d'attaquer Sami Zayn dans le dos de l'arbitre, pendant que lui distrait l'arbitre. Donc d'un côté, ils veulent faire parce qu'il n'a pas le choix, mais il se retient parce que le public l'encourage de l'en dissuader de ne pas le faire. Donc il essaie d'écouter le public, mais il veut exécuter l'ordre qu'on lui a ordonné. Mais à chaque fois, il se retient. Il se retient. Il a du mal à choisir. Ça se voit que le pauvre, il veut choisir un camp, mais c'est au bout de ses forces. C'est vraiment au bout de ses forces. Donc du coup, après un long moment auquel il hésite, il décide de s'occuper de l'état de santé de Maxime Dupri et de partir au vestiaire avec. Donc bien sûr, Chad Gable il se sent encore une nouvelle fois trahi par celui qu'il considère comme son ami, ou entre guillemets sa chose, pour parvenir à ses fins. Donc il trouve ça vraiment honteux qu'il abandonne comme ça. Et du coup, à la foulée, Sami Zayn dégaine son Helluva Kick. Et c'est pour la victoire, car il a réussi à surprendre Chad Gable. Donc victoire de Sami Zayn, qui conserve toujours le titre intercontinental sur un Chad Gable qui était un peu sonné, mais quelque part, il se relève, il comprend que c'est euh, une injustice. euh, il est vraiment, vraiment dégoûté. Vraiment, vraiment dégoûté. Du coup, il peut pas se remettre de cette défaite amère. Et auquel je sens qu'il va s'acharner sur Otis et Maxime Dupri. Je le sens parce que je vois l'épisode de Raw arriver. Auquel ça pourrait être une masterclass, hein. Encore une fois, ça peut être une masterclass. Comme ce match-là d'ailleurs. Donc voilà, victoire de Sami. Je passe encore à la suite. Et la suite, c'est le match pour le titre féminin de la WWE. Entre Bayley contre Piper Niven, accompagnée par Chelsea Green. Concernant Piper Niven, il faut savoir qu'elle aussi, elle était chez elle, vu comment elle est écossaise, britannique à la fois. Donc, elle a accueilli comme une héros locale, comme Alba Fire et Isla Dawn. Donc, c'est logique et normal. Et pourtant, même les catcheurs américains, ils étaient accompagnés, enfin, ils étaient un peu adoptés par le public écossais, vu comment pour eux, ce sont des top stars, des super-héros, et auxquels on peut pas s'empêcher d'avoir des très bonnes réactions. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Celui-là, peut-être que je l'aurais mis au début du show, ou alors dans le deuxième partie du show, et que la match par équipe, je l'aurais mis au début de la carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aurais vu de cette manière-là. Auquel le match là, il était bien, mais sans plus. Et pourtant, j'adore Bailey. Piper Niven, vu comment elle était chez elle, elle peut pas s'empêcher de se faire apprécier. Alors que moi, je l'apprécie un tout petit peu à moitié. Je vais pas vous le mentir, un tout petit peu à moitié. Pas parce que je ne l'aime pas personnellement, Piper Niven, mais c'est juste que, voilà quoi. Bailey, elle a aussi des très très bons répondants auprès de la foule, hein, parce que dans le match, il y a eu des chants destinés pour Bailey. Hey, Bailey, ouh, ah,
I wanna know what to bring my girl. Donc à chaque fois qu'elle combat, ben, elle reçoit des chants pareils comme ça. Donc on peut pas l'empêcher de chanter pour elle. C'est impossible, vraiment impossible. Vu comment, même si elle n'est pas à domicile, elle a du beau répondant. Il y a eu aussi des chants pour Piper Niven. Et également pour elle, vu comment c'est pas parce que Bailey est très populaire qu'elle n'a pas le droit d'avoir une ovation. Ah, parce qu'après tout, elle a, elle est née, elle a grandi en Écosse. Elle a besoin d'avoir du soutien et réaction. Et aussi, je pense qu'elle a peut-être commencé chez elle en Écosse, ou peut-être en Angleterre. Je sais pas si elle a commencé comme ça, mais vous voyez le genre. Et pourtant, à l'extérieur, ben, il y a toujours Chelsea Green pour intervenir à tout moment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. À un moment, elle a voulu distraire Bailey, mais ça n'a pas fonctionné. Même au moment où elle a utilisé le masque de Rey Mysterio pour essayer de distraire encore l'arbitre et de essayer de coûter la victoire à Bailey, eh ben, elle le paye tout de suite parce que Bailey l'allume Chelsea Green et repoursuit son attaque sur Piper Niven, auquel elle subit, mais après elle revient tant bien que mal, vu comment elle doit un peu faire ses multiples comebacks, et j'ai peut-être cru qu'elle allait remporter le titre, hein, mais heureusement ce n'est pas du tout le cas. Elle a tenté sa première Michinoku Driver, elle a réussi, mais après elle a tenté sa deuxième, ça s'est retourné contre elle. Bailey a voulu tenter son Rose Plant, mais Piper Niven ne l'a pas encaissé ce Rose Plant, vu comment elle préfère de pas y aller dans la prise. Et pourtant, le moment le plus intelligent, c'est au climax du match. Au moment où Piper Niven veut faire sa clothesline, Bailey contre la clothesline en crucifix et en petit paquet et en ramenant bien les jambes bien à plat pour bien plier son adversaire pour remporter le match. Et que c'est comme ça comment elle conserve son titre. Donc vous avez compris, victoire de Bailey, c'est pas aujourd'hui ni demain auquel elle perd son titre et auquel c'est un honneur d'apprécier ce match. J'ai beaucoup adoré, honnêtement. Donc maintenant, vu comment j'étais passé au match féminin, je passe directement au main event. Et là, le main event s'agit ni plus ni moins que le titre du monde poids lourd de la WWE, auquel, si le Judgment Day intervenait, ils seront automatiquement exclus du match. Donc, le Judgment Day, Dirty Dominic Mysterio, Finn Balor, JD McDonough et Carlito, c'est au vestiaire. Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans le match, auquel Damien Priest doit venir tout seul. Exactement. L'entrée pour Drew McIntyre, c'était l'orchestre écossais qui faisait son entrée. Les gars qui jouent à la cornemuse, la grosse caisse, les tambours. Donc une entrée digne d'un héros local, pardonnez-moi, auquel il le mérite amplement. Peut-être que j'aurais bien voulu avec la musique Broken Dreams. Je pense que ça aurait de la gueule. Mais vraiment de la gueule pour l'écouter. Parce que vu comment c'est l'une de mes musiques préférées de Drew McIntyre, je pense que ça l'aurait beaucoup fait. Finalement, non. C'est la musique du guerrier écossais, auquel on connaît actuellement. Et auquel il est très très bien acclamé par le public. Et le public ne peut pas s'empêcher de chanter pour Drew McIntyre. Oh, Drew McIntyre. Oh, Drew McIntyre. Eh les gens chantaient ça à chaque fois, que ce soit de son entrée ou en plein match. C'est relatif. Et après, t'as Damien Priest, le champion du monde, qu'on le fait appeler El Campion. Oui, El Campion qui fait son entrée, qui défend une nouvelle fois son titre. Et auquel il est pas très très bien apprécié. Honnêtement, ça se voit que il est pas chez lui. Et le héros local, c'est Drew McIntyre. Donc c'est sûr, il est en territoire ennemi. Oui. Et pourtant, malgré qu'il soit talentueux, Damien Priest, normalement, logiquement, il peut pas arriver à la cheville de Drew McIntyre.
Logiquement, c'est ce que j'ai cru au début. C'est ce que j'ai cru. Parce que je me suis dit, certes, à WrestleMania 40, il a peut-être caché sa mallette contre le titre, par coup de chance. Mais que j'étais persuadé que ça allait durer que 2 mois et après c'est tout. J'étais persuadé. Eh ben, ça ne s'est pas passé comme prévu. Honnêtement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. En plein match, ben, c'est bien sûr un bagarre de gros monsieur qui se foutent sous la gueule. Ça, c'est sûr et certain. Et auquel ben, des bonnes réactions pour Drew McIntyre et des mauvaises réactions pour Damien Priest. Parce que c'est un peu logique. Et pourtant, en plein match, je vais vous dire, Damien Priest, il m'a fait peur. Vous me croyez pas? Damien Priest, il m'a réellement fait peur. Je vais vous dire ça pourquoi. Vu comment il faisait un temps projection dans les cordes et que il allait faire son topé suicida mais en flip dans les airs, eh ben au moment où il fait ça, eh ben il se coince les pieds dans les deux cordes et j'ai cru que sa tête allait toucher le bord le plus dur du ring ou qui c'est le béton ou le tapis dur du ring. Vu quand j'étais... Oh, putain, mais il a failli se faire tuer. Putain, ce con, il a failli se faire tuer. Et je dis... Oh là 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 là. Putain, mais non. Il a failli se faire tuer. Et j'ai cru que c'était fini pour lui. J'ai cru que c'était fini pour Damien Priest. Vu comment il a raté son spot, j'ai cru que c'était terminé, mais heureusement, euh, je sais pas si on l'a protégé ou un ange l'a protégé d'ici bas ou d'ici haut, mais il a eu beaucoup de chance de s'en tirer, qu'il a pas fini la tête la première blessée au niveau du cou, hein. Parce que souvent, la mauvaise chance peut se retourner contre soi-même. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la EW à Double or Nothing avec Adam Copeland. Lorsqu'il a sauté du haut de la cage, eh ben, il s'est pété le tibia et j'étais persuadé qu'il tout y va bien pour lui, et ben finalement, pas pour sa jambe. Et ben là, j'espère pour le coup qu'il va extrêmement bien. Vraiment, j'espère qu'il va extrêmement bien, Damien Priest, parce que vu comment là, il m'a fait peur, j'ai cru que c'était terminé pour lui. Et ben heureusement qu'il était apte à se battre, hein. Vu comment ça s'enchaînait des gros coups, des grosses prises, des multiples comebacks, et j'en passe des trucs. Même si Damien Priest a voulu tenter sa Razor's Edge pour la victoire, mais ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Drew McIntyre, il a tenté son futur Shock DDT, mais ça n'a pas passé. Tentative de Reckoning est un Crossroads auquel c'était son finisher, mais ça ne passe pas du tout. Et auquel ça n'a même pas eu l'effet escompté. Tentative de Son of Evil Shockslam auquel ça n'a pas fait son effet. Mais après la deuxième, il a tenté, mais c'est au compte de 2, 2,99. Et après, à un moment dans le match, il va avoir un ref bump. Il va avoir un ref bump, vu comment l'arbitre va se prendre deux gros Golgoth de mastodonte de force et de puissance en pleine poire, auquel il va se faire allumer, il va sortir à l'extérieur du ring tellement qu'il s'est ramassé deux, deux gros poids lourds de plein fouet, et auquel je pense que Drew McIntyre a tenté son Claymore Kick au moment où c'était lancé sous les cordes. Parce que vu comment il y a eu des échanges de coups du à toi à moi, j'essaie de faire une cause line, tu vas tomber, mais non, je ne tombe pas, je continue ma course et je te fais un Claymore Kick. Et au moment où il effectue son Claymore Kick, l'arbitre est KO, il demande à un arbitre pour venir faire le tomber. L'arbitre va mettre 1 minute ou alors peut-être 30 secondes à passer pour venir dans le ring environ, parce que les gens ils ont commencé à chanter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, n'importe quel chiffre auquel ils ont compté. L'arbitre en question arrive sous le ring, il fait le compte de 1 et de 2 et il s'arrête de compter. Et là on se dit, mais
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il poursuit pas au compte de 3? Eh ben, la caméra vient sur l'arbitre en question, et l'arbitre en question, vous avez deviné, c'est CM Punk! C'est CM Punk qui vient de... oh le connard. Là, j'ai envie de dire, je peux pas m'empêcher de dire que c'est un connard, parce que là, il s'est vraiment comporté comme un connard. Il vole la victoire à Drew McIntyre, qui est chez lui, qui est à domicile, et qui est prêt à tout pour devenir champion du monde. Et il se fait coûter la victoire par un enculé. Parce que oui, comme à WrestleMania 40, bah, CM Punk a gâché les exploits de Drew McIntyre. Et du coup, bah, ça fait 2 fois qu'il l'arnaque. 2 fois qu'il arnaque Drew McIntyre. Et du coup, ben, la foule n'est pas contente. Drew McIntyre n'est pas content. Il veut empoigner CM Punk, notamment le prendre par le col, en disant qu'est-ce que tu fais? T'étais censé me donner la victoire, Punk. T'étais censé me donner la victoire, pas me coûter le match. Espèce d'enculé de tasse. Eh ben, au moment où, euh, où il commence à s'embrouiller avec Punk, eh ben, Punk, tel un fils de pute, il lui lance un low blow dans les couilles. Mais vraiment dans les couilles, il lui a presque encastré les burnes. Et bien sûr, la foule n'est pas contente, hein. Tous les gens de Glasgow n'ont pas aimé cet acte. Donc ils se mangent une méga haine, une méga clim à la fois. Et du coup, Damien Priest, il commence à revenir, à reprendre ses esprits à la fois, et enchaîner vite fait son chokeslam, son Son of Evil. Et l'arbitre, malgré qu'il soit sonné, eh ben, il fait le compte de 1, le compte de 2 et le compte de 3. Oui, compte de 3. Damien Priest conserve son titre. Après un match qui était dingue, mais aussi auquel ça m'a fait peur pour lui. Mais vu comment c'était le moment de Drew McIntyre, c'était censé être son moment de gloire pour revenir au top et de remporter un putain de titre. Mais là, pendant la deuxième édition de Clash at the Castle, il se fait avoir. En 2022, il s'est fait avoir par Roman Reigns et par Solo Sikoa. Maintenant, par CM Punk et Damien Priest. J'aime bien CM Punk, hein. Je vais vous dire honnêtement. J'aime bien CM Punk pour le côté un peu franc-parler, le côté logique des bonnes choses auxquelles il peut aborder. Des fois, je peux pas apprécier ce qu'il peut entretenir comme relation, comme des choses auxquelles c'est un peu osé de sa part. Il y a des coups, je suis d'accord avec lui, des coups, je ne suis pas d'accord avec cette personne-là. Donc je suis d'accord et non d'accord avec lui à la fois. Mais là, pour le coup là, il vient de arnaquer Drew McIntyre pour la deuxième fois, vraiment pour la deuxième fois, car il vient de l'humilier devant ses amis, sa femme et ses amis et ses fans et sa petite famille. Donc il a bien enculé Drew McIntyre et du coup, là pour la première fois je suis obligé de dire ça, mais malgré je dis ça contre cœur, mais là je trouve que CM Punk c'est une pute. C'est vraiment une grosse pute. Donc CM pute. Honnêtement, ça il faut le dire, hein. Ce jour restera marqué le jour où CM Punk a arnaqué pour la deuxième fois Drew McIntyre. Pour la deuxième fois. Donc CM Punk va te faire enculer. Malgré toutes les bonnes choses auxquelles je t'ai défendu, je trouve que tu vas te faire enculer, honnêtement. Oh putain, mais Drew McIntyre, il était censé être chez lui, être heureux, être champion, et toi tu le gâches quoi. Bon après, quelques catcheurs doivent être contents d'avoir réussi,
comme Piper Niven, même si elle n'a pas réussi à devenir championne chez elle, elle a quand même été sur la carte du pay-per-view. Mais là, c'est Drew McIntyre, quoi. Drew motherfucking McIntyre, qui est chez lui en Écosse et qu'il est censé être champion chez lui pour attraper cette défaite amère auquel il a eu à Cardiff. Mais là, je pense que c'est sûr que la rivalité entre Drew McIntyre et CM Punk va remonter en intensité. Honnêtement. Je pense que lorsque CM Punk sera apte à catcher, Drew McIntyre, je pense qu'il va pas lui faire de cadeau. Il va pas lui faire de cadeau. Ça se sent, ça se voit. Il va l'en vouloir à mort. Et là, peut-être que lorsqu'il aura terminé avec Drew McIntyre, je pense que là, il va réessayer une nouvelle fois, mais cette fois-ci, personne va lui gâcher son moment. Vraiment personne. Et j'espère de tout cœur qu'il remportera un titre mondial. C'est obligé. C'est obligé. Faudrait que lui aussi clôture sa petite histoire aussi. Parce qu'il veut être champion devant un public. C'est la seule chose à faire auquel il tient à le faire et que ça le tient à cœur. Si nous, pendant quelques temps, on voulait que Cody Rhodes finisse son histoire, eh ben c'est pareil pour Drew McIntyre. Il faut qu'il finisse son histoire. Donc, malgré que j'aime bien CM Punk, je trouve que t'es une pute. Donc maintenant, ton surnom, c'est CM Pute. Point barre. Et auquel maintenant, c'est la fin du show. Sur une victoire de Damien Priest et sur une défaite amère et triste de Drew McIntyre. Voilà. Donc, un Clash at the Castle, un pay-per-view PLE rebondit en émotion. Est-ce que le public écossais a battu le record du public français? Selon moi, non. Honnêtement, non. Mais ils ont fait beaucoup de bruit. C'est sûr, ils ont fait beaucoup de bruit. Mais pour l'instant, c'est la France la meilleure en termes de réaction du public. Et maintenant, attendons voir la compétition entre les fans à travers le monde, hein. Que ce soit France, Belgique, Suisse, Espagne, peut-être même Italie, Autriche, Allemagne, Arabie Saoudite, vaut mieux pas les compter parce que vu comment ils peuvent faire des bonnes réactions, mais selon moi, ils comprennent pas tous les mécanismes de ce business. Bref, n'importe quel pays auquel on peut citer, espérons que ça va vraiment bien le prendre. Honnêtement, ça va vraiment bien le prendre. Et auquel j'ai beaucoup trop parlé et je suis fatigué et je dois clôturer cette vidéo. Mais sinon, Clash at the Castle, assez moyen, mais sinon j'ai bien apprécié le niveau des qualités de match. Même s'il y a un main event auquel ça a été amer, mais je le trouve un peu moyen. Faut être honnête, c'est un peu moyen. Et auquel je dois m'arrêter ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.